Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui nous sommes le mercredi et ce soir en France vous allez avoir le droit à 2 heures de Macron. Peut-être je ferai une vidéo plus tard, je pense peut-être un petit peu plus tard parce que je voudrais traiter les deux à la fois, ce qui va se dire pendant ces 2 heures d'émission et ce qui va se passer aussi sur C8. Chez Hanouna. Pourquoi Hanouna? Tout simplement parce qu'Hanouna va aussi essayer de faire le buzz, va essayer aussi de faire de l'audimat en invitant Zemmour et en lui opposant Caron et Kassovitz. Alors, pour ce qui concerne Macron, en effet, la question très intéressante, c'est pour l'instant Emmanuel Macron est le président de la République, et il va donc s'octroyer, alors une émission qui a été déjà enregistrée, dimanche dernier, 2 heures pour faire le bilan de son quinquennat. De toute la Ve République, je n'ai pas souvenir d'un président qui, à quelques mois de l'élection présidentielle, s'octroie 2 heures de monologue pour s'autosatisfaire de son bilan. Président non déclaré pour l'instant, à sa propre succession. Néanmoins, certains partis politiques, certains responsables politiques ont saisi le CSA pour que le CSA statue de savoir est-ce que Macron va s'exprimer en tant que président de la République ou est-ce qu'il va s'exprimer en prologue de sa déclaration de candidature à sa propre succession. Sauf que le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Mais ça ne retire rien en fait que l'on est devant un président qui s'auto-congratule. Alors, je crois qu'il va y avoir une émission, une intervention de 2 heures sur TF1, et il va y avoir une version longue de 3 heures sur LCI. Là, je pense qu'on est en face de quelque chose qui est un phénomène assez particulier parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas souvenir d'un président qui, à quelques mois d'une élection présidentielle, s'adressera aux Français pour exposer son travail, son bilan, s'auto-congratuler d'avoir fait du bon boulot, d'avoir fait avancer les choses, d'avoir fait des choses magnifiques, formidables, d'avoir progressé, d'avoir fait progresser la France dans le bon sens. Je pense qu'on va avoir un président qui va s'auto-congratuler de son travail, mais on verra bien ce qu'il va dire, on verra bien ce qu'il va essayer de nous convaincre d'avoir bien fait. Mais le fait est, c'est que de toute façon, ça fait depuis plusieurs années qu'on sait que, à ce niveau, on est dans un entre-soi, on est dans un autre univers. On est dans de la politique politicienne, mais qui est complètement hors sol. Certes, de temps en temps, il se casse le nez sur des mouvements sociaux, les gilets jaunes. La pandémie aura été aussi une épreuve de la crédibilité, de la capacité, du sérieux, de la responsabilité de son gouvernement, de ses gouvernements, puisqu'on peut inclure aussi bien le gouvernement d'Édouard Philippe que celui de Castex. Donc on verra bien un petit peu ce qui va se dire. Et pour ce qui concerne Hanouna, alors là aussi c'est pareil, je pense que ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que Caron et Kassovitz, ce sont certainement des gens qui vont nous faire encore une fois de plus la démonstration de ne pas laisser Zemmour pouvoir développer, de ne pas vouloir laisser Zemmour argumenter, de ne pas vouloir laisser Zemmour parler. Il y a de fortes chances que Zemmour soit, encore une fois de plus, non pas dans un débat, mais dans une volonté d'essayer de le discréditer, de se le farcir, comme on dit. Surtout Caron, qui a été plus ou moins ciblé dans le clip de Zemmour, donc on doit bien évidemment se douter que Caron va essayer de tout faire pour l'humilier, pour l'insulter, le provoquer, tout comme Kassovitz d'ailleurs. Kassovitz qui n'est pas un individu connu pour sa capacité à un moment donné à savoir être posé et objectif.
Donc on a deux intervenants, qui vont, oui, chercher la provocation, pour essayer de pousser Zemmour à sortir de ses gonds. On verra ce que ça va donner. Je pense qu'il va y avoir du sport. Pareil, je verrai si mon temps est imparti pour pouvoir faire un petit debunk assez rapidement. Sinon, à part ça, comment allez-vous? Moi, personnellement, ça va très bien. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a un certain nombre de comtés et d'États qui vont dans le sens d'une opposition très farouche contre le fameux vaccine mandate de Biden sur l'obligation vaccinale pour les fonctionnaires fédéraux et publics. On a eu récemment quand même un drame, puisqu'on a eu une tornade, ou tout du moins, je crois, une cinquantaine de tornades qui ont dévasté certains comtés de 5 États. Alors c'est vrai, c'est dramatique, c'est impressionnant, mais je rappelle quand même que déjà, les modèles architecturaux américains, souvent les maisons, c'est de la charpente de bois. Donc si vous avez un gros coup de vent, comme une tornade, en règle générale, les maisons en charpente de bois, ça ne résiste pas face à des tornades. Donc c'est pour ça que vous avez ces images de dévastation où des petites bourgades, des quartiers entiers sont complètement rasés par les tornades. On a des images d'un centre-ville, d'une petite ville qui est Mayfield, je crois. On voit bien que ce qui reste debout, c'est finalement les bâtiments durs. Logique. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de drame, puisqu'il y a eu déjà une vague de tornades qui s'était abattue sur ce qu'on appelle la fameuse vallée des tornades, qui se trouve un peu à l'ouest du Middle West américain. Je crois en 1925, il y avait eu 1500 morts, je crois. 1500 morts, non, je dis de bêtises, c'était pas 1500 morts, je crois que c'est 700 morts dans une série de tornades comme ça qui s'était produit en 1925. Donc, mais voilà, alors, c'est un endroit évidemment géographique dont on sait que c'est un des endroits les plus propices à voir des tornades. D'où le nom d'ailleurs des vallées des tornades. Alors on se dit, mais pourquoi les gens continuent à habiter là? Tout simplement parce que ça, c'est un signe, un indice de la culture américaine. La culture américaine a ce côté positif, c'est que même devant l'adversité, devant le drame, devant la catastrophe, eh bien il retrousse ses manches et il reconstruit, et il rebâtit. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien, ça motive, ça positive les choses. Mais pourquoi insister dans des endroits où on sait que malheureusement ça va se reproduire? Ça, c'est après tous les aspects économiques, démographiques, qui font que on ne va pas demander aux Américains de quitter des endroits sous prétexte parce que c'est des endroits où peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont tout perdre. Vous savez, c'est un peu comme le fameux Big One en Californie, ce fameux grand tremblement de terre très attendu, très attendu, pas vraiment très attendu, mais qui est inévitable, qui va arriver un jour, et pourtant ça n'a pas empêché les grandes mégalopoles de continuer à se développer, que ce soit Los Angeles et San Francisco, qui seront forcément les deux villes les plus touchées par ce Big One. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de leur culture. Alors est-ce que c'est de l'inconscience ou est-ce que c'est... je ne sais pas. Je ne saurais expliquer ce sentiment qui fait que les Américains s'installent dans des endroits où, de toute façon, ils savent pertinemment qu'à un moment donné, tôt ou tard, ça va être la destruction, ça va être le drame, ça va être la catastrophe. Donc voilà pour cette petite information concernant ce drame. Je vous dis qu'il n'est pas exceptionnel, qui malheureusement arrive, sauf que là, c'est quand même un grand nombre de tornades qui se sont abattues sur des zones urbaines importantes. Donc malheureusement,
ça devait arriver, ça arrive, et ça arrivera encore malheureusement sur cette zone des États-Unis, parce que voilà, ça fait partie de la culture, je dirais, de cette partie des États-Unis. Ensuite, nous avons bien évidemment le petit séjour de Zemmour et de Villiers en Arménie. Alors, pourquoi l'Arménie? Je pense qu'à mon avis, on a tous compris, quand on connaît un petit peu notre géographie, et surtout notre connaissance en matière de civilisation et de culture et de religion, il faut savoir que l'Arménie, c'est le pays qui est le plus à l'est, du moins sud-est, qui en effet, comme l'a très évidemment, très justement sorti Zemmour, c'est une terre chrétienne entourée de territoires musulmans. Donc, évidemment, il y a ce petit côté qui n'est pas anodin pour Zemmour, tout le moins par rapport à ses idées, d'être allé en Arménie pour revaloriser, pour remettre sur la table la confrontation finalement culturelle, religieuse entre l'Occident et l'Orient, entre la chrétienté et le monde musulman. Alors, attention, évidemment, ne tombons pas dans la primitivité d'un combat ou d'une lutte de conquête, finalement, d'où peut-être justement, à juste titre, je pense, le nom de ce parti qu'il a appelé Reconquête, parce que Zemmour sait pertinemment qu'une partie de son électorat, c'est un électorat religieux, et qu'il a bien l'intention d'essayer d'attirer pas seulement un électorat juif, mais aussi un électorat chrétien, un électorat aussi bien majoritairement évidemment catholique, mais aussi un électorat protestant. Donc ce voyage n'est pas anodin, il est stratégique, je pense qu'on l'a tous compris. Donc ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que finalement, les anti-Zemmour, ou les médias qui sont dans cette optique d'essayer de discréditer Zemmour, etc., l'ont très bien compris. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que non seulement ils l'ont très bien compris, mais malheureusement pour eux, ils ont du mal à mettre cet aspect en avant. Pourquoi ils ont du mal à mettre cet aspect en avant? Tout simplement parce que si ils mettaient en avant le fait que Zemmour est allé en Arménie, dans un pays chrétien, dans un pays entouré de pays musulmans, ils se sont bien gardés d'essayer d'analyser justement ce problème. D'autant plus que, souvenons-nous, que l'Arménie a été sujet à l'actualité avec son voisin sur une région qu'ils se sont disputés et que finalement l'Arménie a perdu, au détriment d'ailleurs de l'intérêt du président d'avoir été confronté à quelques petites révolutions de la part de son peuple, du fait qu'évidemment il a cédé avec un appui, avec une insistance, avec un soutien de la part des Occidentaux, pour céder ce territoire. Ceci dit, je pense que dans l'avenir, Zemmour va continuer certainement son prosélytisme par rapport à ses idées, à vouloir défendre une France historiquement chrétienne contre certaines minorités qui veulent essayer de brocarder, qui veulent essayer de torpiller cette culture française pour imposer des valeurs ou des principes intrinsèques à la religion musulmane. Donc ça, on le sait, ça va être un des fonds de commerce de Zemmour pendant toute cette campagne. Et enfin, je vais terminer, je vais revenir ici aux États-Unis par rapport à la situation sanitaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis, on a de plus en plus de fronts qui se lèvent contre les décisions de l'État fédéral sur les vaccinations, sur l'obligation vaccinale. Mais ça va plus loin. En effet, on commence à voir un certain nombre d'États, voire même un certain nombre d'entreprises qui commencent à faire machine arrière, puisque je le rappelle, aux États-Unis, l'obligation vaccinale n'est pas d'actualité, on va dire, sur le plan fédéral, tout simplement parce que c'est très compliqué, c'est stratégiquement impossible, même si l'État fédéral décidait d'une loi imposant l'obligation vaccinale, les États, les 50 États, pourraient très bien l'un envers l'autre décider de s'abroger, de s'absoudre de cette loi fédérale.
Et du coup, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont joué le jeu, pour obliger leurs salariés de se vacciner, sinon ils étaient virés. Sauf que le problème, c'est que cette petite stratégie, comme je vous l'avais déjà expliqué, a eu comme conséquence que des entreprises ont perdu des savoir-faire, ont perdu des gens expérimentés, ont perdu des connaissances. Donc du coup, même s'ils ont joué le rôle pour réussir à imposer à des gens à se faire doublement vacciner, aujourd'hui on parle de la 3e dose, du fameux booster. Si ça continue à fonctionner, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez encore des entreprises qui vont continuer leur politique, il y en a d'autres qui font machine arrière. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, ces entreprises ne feront pas de l'obligation du booster auprès de leurs salariés. Tout simplement parce que si déjà vous avez beaucoup d'entreprises qui ne font pas revenir leurs employés dans les bureaux, c'est tout simplement parce que les entreprises ont compris que même vacciné, l'employé peut contaminer les autres employés. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez dans les grandes villes comme à New York des promoteurs immobiliers qui ont essayé de faire des pressions, qui ont essayé de faire de l'influence pour obliger les autorités à obliger les entreprises à faire revenir leurs salariés dans leurs bureaux. Sauf que ça n'a pas fonctionné, puisque l'argument des entreprises est de dire « Attendez, nous avons joué le jeu avec les doubles doses, sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, il est avéré que même un double vacciné peut attraper le Covid et peut contaminer les autres. Donc nous, on ne veut pas être tenu pour responsable qu'un double vacciné puisse contaminer les autres vaccinés. » Ce qui est logique. Et nous avons même récemment Monsieur Elon Musk. Elon Musk est quand même l'homme de l'année, selon le magazine Times, qui a dit « Moi, je suis pour la vaccination. Moi-même, je suis vacciné. Je suis pour inciter, expliquer, éduquer les gens à l'intérêt, à l'importance de la vaccination. Mais en revanche, je suis absolument contre l'obligation vaccinale. » Et il le dit lui-même. Il le dit, non seulement je suis contre l'obligation vaccinale, mais je suis aussi contre cette idée de certaines entreprises de virer les gens s'ils ne se vaccinent pas. Elon Musk qui dit ça. Et nous avons la Géorgie qui vient de passer un décret interdisant l'obligation vaccinale pour tout et pour tout. Ce qui est encore plus un affront parce que la Géorgie, il faut savoir quand même que c'est un État qui à l'origine était un État plutôt conservateur, mais qui a joué un rôle important sur la victoire de Biden en basculant démocrate. Donc du fait que ce soit la Géorgie qui aujourd'hui soit un des États qui a décrété d'interdire l'obligation vaccinale pour l'ensemble de sa population, c'est un sacré revers, et non des moindres. Vous savez, c'est un peu comme si en France, le village ou la ville qui a voté le plus pour Macron, demain on fait un sondage et tout d'un coup on se rend compte que la ville va voter Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Là, c'est hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant la population n'a pas changé. Non, mais à force de prendre les gens pour des cons, il y a un moment donné où même ceux qui étaient encore un petit peu dans l'illusoire, dans l'utopisme, etc., aujourd'hui, force est de constater que les dogmes ne fonctionnent plus. Et là, vous avez Biden qui a été interpellé lors de son départ, je ne sais plus pour à la Maison-Blanche, et un journaliste lui a dit « Mais quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport au fait que de protéger les Américains, qu'on a atteint 800 000 morts aux États-Unis, 800 000 morts aux États-Unis sur 328 millions d'habitants, en 2 ans, hein. Donc ça fait quand même 400 000 morts par an, en moyenne. Le chiffre peut paraître impressionnant, mais voilà, remettons encore les choses en perspective, d'accord? C'est par rapport au nombre. Et poser la question, est-ce que vous avez l'intention d'exiger de la Chine de la transparence par rapport à l'origine de cette pandémie?
Parce qu'on n'a toujours pas de réponse à cette question. Eh bien, Biden n'a pas répondu et s'est barré. Et en plus de ça, quand on voit la vidéo, on voit un Biden qui est là comme ça, avec le regard, l'air, c'est un petit peu ballant comme ça, et puis on a l'impression qu'en fait il n'est pas là. On a l'impression qu'il fait semblant d'écouter, mais en fait il n'entend pas, ou qu'il n'écoute pas, ou puis après il part, un grand sourire, allez, au revoir. C'est... Même moi, hein, qui suis pourtant entouré de beaucoup de gens, beaucoup d'Américains qui sont plutôt progressistes, qui ont voté démocrate, on sent la gêne quand même. On sent qu'ils sont gênés. Ils sont gênés d'avoir quand même voté pour un mec comme Biden. Mais encore une fois, avait-il le choix? Pas vraiment. Donc voilà pour cette vidéo, petite vidéo, donc réaction sur certaines informations que je voulais vous donner. J'espère pouvoir avoir le temps de faire une vidéo une fois qu'on aura Macron et ce fameux débat Zemmour-Caron, Katsovitz qui aura eu lieu. J'espère avoir le temps de le faire. Sinon, peut-être ce sera la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, protégez-vous et advienne que pourra.